Ce 15 septembre 2025 marque un moment clé dans l'histoire des droits des femmes. La 4e conférence mondiale sur les femmes, organisée par l'ONU à Pékin en 1995. 189 pays qui se sont engagés, une déclaration forte, un programme d'action ambitieux. L'objectif ? Fixer un cadre stratégique essentiel pour faire progresser l'autonomisation des femmes et intégrer une perspective de genre à tous les niveaux de décision. Ce programme est porté par les gouvernements, bien sûr, mais aussi par les institutions, les entreprises, les ONG et la société civile. C'est ensemble que nous devons garantir une approche cohérente, globale et durable pour une société plus égalitaire et plus juste. À l'IWEPS, nous avons choisi de souligner cette date importante en nous centrant sur 3 enjeux phares de cette plateforme d'action. Le pouvoir décisionnel des femmes, l'égalité professionnelle et la conciliation vie privée-vie professionnelle, et les violences faites aux femmes. 3 expertes aux profils variés partageront leur savoir, leurs recherches et leur expertise sur ces questions. Avec elles, nous ferons le point. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? Où en est-on en Belgique ? Et surtout, que reste-t-il à faire ? Clémence de Swert est doctorante et aspirante FNRS au Centre d'études de la vie politique de l'Université libre de Bruxelles. Ses recherches portent sur les questions de genre et politique, et plus particulièrement sur la représentation politique des femmes, notamment leur représentation dans les médias. Elle est co-auteure d'une étude portant sur le sexisme lors de la campagne électorale de juin 2024 en Belgique. Elle coordonne également le groupe Genre et politique de l'Association belge francophone de sciences politiques. La participation des femmes au processus de décision politique, c'est un point très important parce que leur présence a des impacts en termes de politique publique. C'est-à-dire que les recherches montrent que si les femmes sont absentes, les intérêts des femmes sont moins bien pris en compte. Et donc avoir des femmes autour de la table, que ça soit dans les parlements ou les gouvernements, ça permet de mieux prendre en compte les intérêts des femmes et donc d'avoir des politiques qui sont plus inclusives. Exactement. En fait, quand les femmes sont sous-représentées en politique, ça donne aussi le message que la politique ne serait pas un métier fait pour elles. Et donc, ça fait en sorte que les autres femmes, et particulièrement les jeunes femmes, ne trouvent pas nécessairement de modèle et donc n'ont pas envie nécessairement de se lancer. Il y a eu une évolution assez importante du nombre de femmes parlementaires en Belgique depuis le début des années 2000. Donc on se rapproche de plus en plus de la parité dans tous les parlements, notamment grâce à une politique de quotas assez ambitieuse depuis les années 2000. Par contre, quand on monte en grade du Parlement au gouvernement, on voit que les femmes sont moins bien représentées. C'est dû à une politique de quotas qui est moins ambitieuse, mais aussi au fait que le leadership politique reste très associé à la masculinité. Un autre frein, c'est le sexisme qui persiste. Et dans une étude sur la campagne de 2024 en Belgique, on a montré que notamment sur les réseaux sociaux, les femmes candidates étaient davantage victimes du sexisme que les hommes candidats. Donc elles reçoivent plus de commentaires sur leur apparence physique, du mansplaining, des insultes liées à leur genre. Non seulement elles sont davantage ciblées par le sexisme, mais aussi davantage par les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Ce sexisme, il affecte leur bien-être, leur santé mentale, leur carrière, mais aussi leur ambition politique, parce que le sexisme fait qu'elles ont envie de se désengager en fait, au final de la vie politique. Je mettrai en avant 4 points. Le premier, c'est de continuer à étudier le phénomène du sexisme en politique, par exemple en créant un observatoire permanent d'études du sexisme. Un deuxième point, ça serait de sensibiliser au sexisme et permettre de l'identifier, car il y a des formes qui sont plus subtiles de sexisme qui sont moins facilement identifiables. Un troisième point, ça serait de responsabiliser certains acteurs.
Donc je pense aux médias, mais aussi aux partis politiques. Par exemple, les partis pourraient créer des programmes de mentorat, ont des candidates plus expérimentées et des candidates moins expérimentées. Et enfin, quatrième point, les partis politiques pourraient aussi s'engager institutionnellement, c'est-à-dire par exemple signer une charte où ces partis s'engagent à prendre des mesures préventives contre le sexisme, mais aussi à agir en cas d'incident sexiste. Danielle Mulders est professeure en économie à l'Université libre de Bruxelles et a été professeure invitée à l'Université de Genève. Elle a dirigé l'équipe des économistes du travail au DULBA, centre de recherche en économie appliquée de l'ULB. Spécialiste reconnue en analyse quantitative et comparative, ses travaux portent sur l'économie du travail et féministe, les inégalités salariales et de revenus, la pauvreté et les politiques publiques. Elle a assumé de nombreuses responsabilités dans des réseaux européens autour du travail des femmes et co-dirigé le MAGE, premier groupement de recherche du CNRS sur le genre et le marché du travail, devenu un réseau international et pluridisciplinaire. Alors c'est un enjeu prioritaire parce que l'activité professionnelle est celle qui donne la possibilité d'accéder à un revenu. Et donc l'indépendance des femmes est totalement tributaire, effectivement, du fait de pouvoir travailler et de travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, l'articulation entre vie privée et vie professionnelle, eh bien, c'est un problème qui est toujours le même à l'heure actuelle, puisque les hommes ne font pas beaucoup plus qu'avant en matière de travail domestique ou de care. Et donc, effectivement, le problème pour une femme qui travaille, c'est souvent aussi d'assurer l'ensemble ou la grosse partie des tâches domestiques et de soins aux enfants. Effectivement, le gros problème du travail des femmes, c'est le travail à temps partiel qui leur fournit un revenu à temps partiel et une retraite à temps partiel par la suite et qui est vraiment le mal, la gangrène par rapport à ce travail. Et donc, en fait, les femmes travaillent beaucoup moins d'heures que les hommes à l'extérieur et beaucoup plus d'heures que les hommes à l'intérieur du ménage. Donc, elles travaillent plus, mais elles gagnent moins. Il y a une contrainte qui pèse sur les femmes qui est, si elles veulent des enfants et pouvoir s'en occuper, il faut que effectivement elles diminuent leur offre de travail. Dans le domaine qui nous intéresse ici, qui est l'égalité professionnelle, il faut certainement parler de la loi de 2007, la loi du gender mainstreaming, qui est vraiment quelque chose un outil tout à fait intéressant. Et peut-être parler aussi, mais il y en a eu beaucoup d'autres, la loi sur l'égalité salariale de 2012, qui est quelque chose de très très utile et qui pourrait être vraiment beaucoup plus efficace si on en améliorait l'utilisation. C'est vrai que c'est assez spécial, à mon sens, c'est qu'on a voulu résoudre le problème de l'articulation entre travail et vie familiale en remettant les femmes au foyer. En créant de nouveau une multitude de congés. Et ces congés ont eu pour effet d'être choisis principalement par les femmes et de les écarter du marché du travail. Développer un système de garde de qualité qui ne soit pas cher, parce que le prix du système de garde est important, et un accueil extrascolaire aussi pour les enfants, c'est la politique. C'est la politique qui n'est pas discriminante. D'abord, les données qui doivent être individuelles et non pas récoltées au niveau des ménages, de façon à pouvoir exactement identifier où se posent les problèmes, et aussi de re-questionner tous les indicateurs que l'on utilise
du point de vue du genre. Alors, l'autre chose, c'est que on a toujours un système de sécurité sociale qui n'est pas individualisé. Donc, en fait, les femmes au chômage sont généralement cohabitantes, donc elles n'ont pas les mêmes allocations sociales que les hommes. Or, elles cotisent exactement de la même façon. Donc, l'individualisation de la sécurité sociale doit être poursuivie. Il faut que la femme soit un individu et pas un membre du ménage, et qu'on ne cache pas ses données au sein du ménage. Josiane Coruzzi est juriste et directrice de l'ASBL Solidarité Femmes. Active depuis plus de 30 ans dans l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Intervenante psychosociale de terrain, elle est également formatrice auprès de professionnels de la police, de la justice et du secteur social. Elle est cofondatrice du pôle de ressources spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales, qui coordonne notamment la ligne verte Écoute Violence Conjugale. Son expertise repose sur une pratique de terrain solide, une approche pluridisciplinaire et un engagement constant pour faire reculer les violences faites aux femmes. Il y a 40 ans, c'était déjà un problème. Mais ça l'est devenu de plus en plus, à savoir que notre société commence à prendre en compte un peu plus les violences conjugales et maintenant mesure leur ampleur. L'ampleur qui n'a pas diminué depuis 40 ans. Et donc, ça reste un problème prioritaire parce que énormément de femmes sont affectées par cette problématique de violence, que ce soit au sein du couple, à l'extérieur. Les femmes sont les victimes principales des violences patriarcales. Je vais commencer par Pékin 1995. Il y avait une première définition qui était très importante concernant les violences domestiques, c'était que ces violences-là s'inscrivaient dans un contexte d'inégalité structurelle entre les hommes et les femmes. Donc entendre des États écrire et dire que ce sont des violences structurelles et qu'il faut donc travailler aussi cette question des inégalités structurelles entre les hommes et les femmes, c'était un premier pas très important. Pékin était un grand déclencheur. Pékin, les États se sont engagés à établir des plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc chez nous, ça a commencé en 2001. Et à partir de 2001, tous les 5 ans, des plans ont vu le jour, de plus en plus concertés d'ailleurs avec la société civile, ce qui est vraiment une belle amélioration, je trouve, depuis quelques années. Et donc, les axes importants, c'est quand même la formation des professionnels. Ça a évolué au fur et à mesure du temps parce que les États, et le nôtre particulièrement, ayant commencé à prendre en compte ces violences-là, ont commencé à soutenir un peu mieux financièrement les services qui s'y référaient. Donc, tout d'abord, les maisons d'accueil pour femmes victimes de violences, par exemple, mais d'autres services ont vu le jour, comme les services d'aide aux justiciables, comme les services d'accueil de victimes auprès de la police et du parquet. Donc, il y a un ensemble de services qui tournent autour des victimes, mais également autour des auteurs, ce qui est important. Accompagner les auteurs est tout autant nécessaire. C'est assez paradoxal actuellement qu'on comprend que les victimes puissent être protégées, doivent être protégées, et elles puissent quitter le conjoint auteur de violence et continuer à être protégées de cet auteur. Autant on ne comprend pas ça pour les enfants, dont on dit qu'ils sont actuellement aussi victimes de violences conjugales, avec des séquelles importantes et traumatiques. Les enfants sont obligés par la loi, par la justice, d'aller continuer à avoir des contacts avec le parent auteur de violence, quel que soit l'état dans lequel il se trouve en allant voir ce parent. Au contraire, la violence physique, elle persiste après la séparation parce que justement, le dominant, lui, l'objectif qu'il poursuit dans la relation, c'est de ne pas perdre l'autre. S'il perd l'autre, il perd le pouvoir qu'il exerce sur l'autre. Et ça lui est totalement insupportable. Et donc, la phase de séparation devrait être une phase extrêmement sécurisée et protectrice pour les victimes. Or, souvent, je constate que l'aide s'arrête à la séparation, comme si la séparation était la décision ultime pour laquelle, voilà, tout est fait, maintenant, on n'a plus rien à dire là-dessus, on n'en parle plus. D'abord, il faut continuer à appuyer sur le clou de la réelle définition des violences conjugales. Il faut que de plus en plus on soit nombreux à partager ces connaissances-là qui nous permettent de bien regarder le problème là où il est. Je pense que l'axe formation
de l'ensemble des personnes qui sont en contact avec les victimes doit rester fort. Et on doit financer ça vraiment de manière extrêmement forte aussi. Mais je pense aussi que, pour aller plus loin, on doit dépasser l'axe du soin, on doit aller vers de la prévention. Je pense à la prévention primaire. Il faut commencer à éduquer les femmes et les hommes dans un autre contexte d'égalité. Il faut parler aux hommes, il faut éduquer les hommes autrement. Et si on n'a pas un contre-discours et une éducation à la base d'une autre façon d'être un homme et d'une autre façon d'être une femme, là je pense que les violences envers les femmes vont s'aggraver. 30 ans après Pékin, les inégalités entre les femmes et les hommes sont toujours là. Parfois moins visibles, mais bien réelles. Les analyses de nos oratrices, croisées avec les données de l'IWEPS, sont claires. Les avancées existent bel et bien, mais elles restent fragiles, réversibles et insuffisantes. En politique d'abord, la participation des femmes à la prise de décision est un levier essentiel pour la représentation de toutes et tous dans la société. Pourtant, les femmes représentaient 50% du gouvernement fédéral en 2020 contre 26,7% en 2025. Et ce, alors que le baromètre social de la Wallonie, notre grande enquête wallonne, montre que la confiance est plus élevée à l'égard des femmes politiques. Ce décalage interroge. Pourquoi les femmes sont-elles moins présentes là où se prennent les décisions, alors qu'elles inspirent davantage confiance au sein de la population? Et que nous dit ce décalage des freins comme le sexisme, toujours à l'œuvre au sein de la politique? On retrouve également ces inégalités sur le marché du travail. Certains indicateurs neutres peuvent laisser croire à des avancées significatives. Mais seule une lecture genrée permet de révéler les inégalités persistantes qui sont à l'œuvre. Prenons le taux d'emploi par exemple. En 2022, en Belgique, le taux d'emploi des femmes est de 68,1% contre 75,7% pour les hommes. Mais en équivalent temps plein, il chute à 58,2% pour les femmes, révélant l'impact massif du temps partiel, majoritairement féminin. Cela se traduit également au niveau de l'écart salarial. Estimé à 6% en Belgique, lorsqu'il est calculé par heure de travail presté, il grimpe à 17% lorsque l'on envisage l'écart salarial annuel, tout régime confondu. Ces chiffres révèlent un système qui continue d'ajuster l'activité des femmes, et seulement la leur, aux exigences de la sphère privée. Pour avancer, il faut repenser en profondeur notre manière d'organiser le temps de travail et celui du care. Rendre les services d'accueil réellement plus accessibles à toutes et à tous. Encourager un partage plus équitable des responsabilités familiales. Oser interroger les effets réels de certains dispositifs, comme les congés parentaux, qui sont principalement pris par les femmes et qui peuvent les enfermer dans des trajectoires contraintes et précaires. Dans la sphère privée, une autre réalité structurelle s'impose, celle des violences conjugales. L'IWEPS a participé à une enquête de grande envergure au niveau européen, l'enquête sur les violences liées au genre et notamment sur les violences entre partenaires. 2 publications à paraître sur le contrôle coercitif et sur le continuum des violences montrent que ces violences au sein de la sphère privée sont genrées, sont inscrites dans des logiques de pouvoir et diffèrent selon le sexe, à la fois dans la nature des violences, dans leur fréquence et leur accumulation, et dans la gravité des conséquences. Ces conséquences touchent tous les domaines de la vie, la santé, les relations sociales, l'accès aux droits, mais aussi l'emploi. En Belgique, selon l'enquête sur les violences liées au genre, 58,6% des femmes en incapacité de travail déclarent avoir été victimes de violences conjugales au moins une fois au cours de leur vie. Ce chiffre oblige à considérer ces violences dans la sphère privée non comme des faits isolés, mais comme des facteurs de précarisation durable, inscrits dans des rapports de domination qui s'exercent majoritairement par des hommes sur des femmes. Les constats de nos 3 oratrices convergent. L'égalité ne se décrète pas, elle se construit, elle se mesure, elle s'évalue. Elle exige des politiques volontaristes, fondées sur des données solides et une lecture genrée, seule capable de révéler les inégalités derrière l'apparente neutralité de certaines données. Alors,
comment mesurer ce qui compte vraiment? Et surtout, dans quelle société voulons-nous vivre? Une société plus juste, plus démocratique? Ou un monde qui persiste à fermer les yeux sur les inégalités de genre?